6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de vous réveiller avec House Nation Radio. Tout de suite, comme tous les matins, c'est le réveil de star. Ce matin, nous allons appeler une personnalité que j'adore, de par sa musique, puisqu'il nous a fait rêver pendant pas mal de temps. On a beaucoup dansé grâce à lui. Tout le monde connaît son visage. Et maintenant, en plus, c'est l'égérie d'une nouvelle marque de bijoux, New Fashion Pack. Tout de suite, je vous propose de réveiller Eric Morena. C'est parti. Oui, Franck. Oui, bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien, est-ce que je te réveille? Mais tu es matinal. Bah, en fait, c'est ça le principe du réveil de star, c'est qu'on déjuque les stars le matin à 7h15, j'adore ça. Et aujourd'hui, c'est pas réveil de star. Déjà, moi, je me considère pas comme une star, déjà. Hein. Tu vois, c'est un mot qui me sort un petit peu. Bref. Et moi, je dis plutôt que c'est un réveil de copain. Voilà. Ah, ça me fait super plaisir parce que pour vous qui nous écoutez, il faut savoir une chose, c'est que en plus, Eric, moi, je voulais vraiment faire un réveil de star avec toi parce que déjà, je t'aime vraiment en tant qu'artiste et en plus, toi et moi, c'est une longue histoire. Nous nous étions déjà rencontrés il y a plus de 20 ans de ça en arrière sur quelques plateaux, notamment avec Désirless, Hervé Villard, Michel Sardou. Donc, c'est vraiment génial de se retrouver 20 ans plus tard là pour un réveil de copains. Voilà. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent, là, évidemment, quand même. Et là, ils sont nombreux tous les matins à suivre le réveil de star, donc on se fait un petit café tous ensemble. Je les imagine dans leur voiture, dans les bouchons, en train de rouspéter. Ouais, mais là, on va les détendre. Eric, on va préciser que initialement, tu es natif du Schnorr, Asbarac. Absolument, oui, tout à fait. Je suis né à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, exactement. Alors, c'est vrai que t'as pas du tout l'accent ch'ti. Alors, je l'ai eu très longtemps. Tu sais, c'est un accent qui ne se perd pas beaucoup. Hein, regarde, Lynn Renaud, elle a toujours ce petit accent quand même. Si tu l'écoutes bien, tu verras, on entend qu'elle est du Nord. Mais moi, comme j'ai dû faire des études d'art lyrique à l'opéra, j'ai énormément souffert pour me faire comment effacer cet accent qui n'est pas vilain, mais qui est plat, qui écrase les A, quoi, tu vois. C'est comme chat, on parle un peu comme chat dans le Schnorr, et moi j'adore cet accent. Ouais. Je sais comme ça. J'adore parce qu'en plus ce sont de sacrés bons vivants. Regarde-le, je le là-bas. Regarde-le, je le là-bas. Avec les biloutes mais c'est... Eric, initialement tu as toujours voulu faire de la chanson et tu es même très très jeune en fait. Tu savais déjà que tu voulais te lancer dans cette carrière. Oui, très jeune, parce que, écoute, figure-toi que maman, elle chantait. Maman chantait. Maman aurait pu faire carrière. Mais dans les années 50, tu sais, ma grand-mère, voyant sa fille partir à Paris toute seule, elle l'a empêchée en réalité, tu vois. C'était une famille un peu rigide, tu vois, on ne laissait pas partir les filles comme ça toutes seules. Après, elle a rencontré mon papa et mon papa a dit soit c'est moi ou l'opéra. Donc, ouais, c'est dur quand même. Si tu veux, c'était l'époque. Donc ma maman est une chanteuse qui n'a pas fait ce qu'elle voulait. Donc elle a toujours chanté dans les mariages, dans les églises, dans les machins. Mais voilà, elle continue d'ailleurs encore. Elle a 83 maintenant. Est-ce que c'est grâce à elle justement que tu es rentré dans ce côté un petit, on va dire un petit peu spirituel, où tu as fait partie de la congrégation des pères spiritains? Oui, c'est grâce à elle quand même, parce que même si le chant c'est pas génétique, tu sais, c'est pas un héritage génétique le chant. Ça, c'est une certitude. Mais elle m'a quand même forcé d'aller au conservatoire. Elle m'a obligé, au lieu d'aller faire des conneries, d'aller travailler le solfège. Enfin, voilà. J'étais un peu vissé quand j'étais gamin. Et finalement, je lui dis, je les remercie beaucoup, mes parents, tu vois. Voilà, ça, c'est une chose. Et puis, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai voulu rentrer au petit séminaire. Et puis après, je suis rentré au grand séminaire. Et puis voilà... Et j'appartenais donc à la congrégation des pères spiritains, et puis je suis parti, j'ai quitté l'église, voilà, pour des raisons, je voudrais pas dire une crise de foi, parce que ce serait faux. joli mot en tout cas, joli mot. Je l'ai fait souvent, hein, c'est le matin. Non, c'est pas une crise de foi, c'est que simplement, après une expérience en Afrique, je me suis senti complètement décalé, et puis je me voyais pas finalement de quel droit. Tu sais, c'est très difficile de dire
Aller enseigner toutes les nations, mais ta religion c'est personnel. De quel droit aller imposer une religion à d'autres? Imposer sa religion, non, j'étais pas bien. Oui, tu te sentais plus dans ce fief-là. Pour moi, ma religion et aimer Dieu, c'est aimer les autres, mais tous sans exception. Essayer de avoir beaucoup de compassion et d'amour pour l'être humain. Tous, hein, pas spécialement ceux qui sont sympas, pour tout le monde, voilà. Je crois que c'est ça avant tout. Ce qui est assez marrant, c'est que par la suite, après, tu t'installes à Paris, tu te mets à étudier le chant donc avec les plus grands professeurs, mais tu continues à faire des petits jobs, jusqu'au jour où tu as un ami qui te pousse quelque part à faire une maquette, et là, pour le coup, eh bien, tu as attiré l'oreille d'un producteur en vogue à l'époque. Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes en exactement en 86, exactement. En septembre 86, on fait une petite maquette dans un studio avec un pianiste. Je mets 4, c'est une petite cassette à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr que je m'en souviens. La petite bande qui quelquefois s'enroulait autour des... Et on avait le crayon à papier qui allait avec. Absolument. Et alors j'ai enregistré un air d'opéra, la Bohème de Puccini, j'ai mis la Tosca, j'ai mis Mexico de Francis Lopez, une chanson de Charles Aznavour. On a fait un petit mixage qui coûtait pas cher parce qu'à l'époque, je peux te dire que la vie était plus facile, mais tu sais, finalement, quand on regarde bien, c'est jamais très facile. Et donc, la personne qui était mon copain à l'époque a acheté le guide du showbiz, si tu veux, et il a envoyé dans les maisons de disques une trentaine de petites cassettes comme ça, dans les petits colissimo. Et j'ai eu une réponse un dimanche après-midi, à 17h, d'un monsieur qui m'a dit: votre voix m'intéresse, si vous êtes brun et que vous avez une moustache, ce serait parfait. Parce que je veux pas de... C'est marrant ça. Parce que je ne veux pas de blond. Alors je dis oui. Il me dit: venez me voir. Il m'appelle le dimanche, il me dit: venez me voir le lundi, demain. Et il me donne rendez-vous dans son bureau, Champs-Élysées. Il dit: je m'appelle monsieur Jean-Patrick Tesser. C'était le producteur à l'époque de la mode, tu sais, bien branché. C'est lui qui travaillait avec Gold, avec Julie Pietri. Ouais, les gros cartons de l'époque, quoi. Voilà, c'était le producteur un des producteurs de l'époque en vogue. Et puis il m'a dit: je vais vous lancer comme un carton, un paquet de lessive. Ouais, t'es plus un artiste, tu deviens un produit en fait. Oui, c'était très artistique, tu sais, un paquet de lessive. Et puis après il me dit: bon, mais c'est pas tout. Alors je dirais autre chose. Il me dit: oui, je vais vous faire entendre la chanson, mais est-ce que vous êtes prêt à mettre une plume dans le cul? Je dis: qu'est-ce que vous entendez par là? Il me dit: voilà, parce que je veux créer un personnage excentrique, démesuré, à tout point de vue, vestimentaire, la façon dont il va vivre, s'exprimer. Enfin, je veux un fol individu. Il n'a pas dit une folle, il a dit un fol. J'ai bien compris. Voilà le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que la sauce, elle a pris avec une rapidité extraordinaire. Et puis, écoute, quand on se lance dans le délire comme ça, eh bien, quelquefois, après, il y a des débordements parce que ce genre de truc et d'exubérance est difficile. Enfin, ce qui est un peu fou, c'est que initialement, toi, tu étais parti pour plus chanter du bel canto ou dans ce cadre-là. Et là, tu te retrouves à faire Oh mon bateau, qui est un succès phénoménal en 1987. Je vois pas comment tu as pu le vivre, ça, à cette époque-là. Écoute, je vais être très honnête avec toi. J'avais tellement envie de chanter parce que à l'opéra on me donnait pas les rôles, ça piétinait, tu sais, c'est très spécial ce milieu que j'aime beaucoup et que je respecte parce que je les adore, tu vois. D'ailleurs j'ai des copains de l'opéra, tu vois. D'ailleurs tiens, je fais un coucou à mon ami Roberto Adamia que j'adore, voilà, tu vois. Oh, et qui est excellent d'ailleurs. Ah c'est un des meilleurs, hein. Et puis je vais te dire, c'est un monsieur vachement bien, tu sais, je vais te dire à lui... Vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, on lui fait un coucou. Donc, je te disais, moi, j'étais plus pour marcher sur ses traces à lui, tu vois, que de faire l'exubérant comme ça. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain, tu vois, en jouant un personnage. On m'a fait teindre mes cheveux, on me faisait teindre ma moustache, je devais me maquiller comme un camion volé. Oui, mais il fallait que tu te mettes vraiment dans la peau du personnage pour vendre le personnage. J'ai bien vendu ma soupe, c'est évident, mais je t'assure que ça a été très dur pour moi parce que je suis passé après pour une folle hystérique. Parce que le personnage exubérant,
Je l'ai plutôt joué à la Zaza, tu vois, de Michel Oui, Serrault. mais c'est ce qu'il voulait en même temps. Et non, C'est ce qu'il voulait. Et puis, c'est pas ce que voulait le producteur, c'est ça, j'étais en désaccord avec lui. d'accord. Mais je ne savais pas faire, je n'avais pas pigé ce qu'il voulait, tu vois. Tu sais, on te bombarde comme ça en 15 jours, ça a été très vite. Même si tu étais pas en accord avec ce que lui voulait, ça a quand même été un véritable carton. Derrière, tu es reparti avec des victoires de la musique, tu as des clips qui ont été couronnés à Cannes. Bien sûr, mais il me dit toujours, oui, mais c'est trop exubérant. Mais, écoute, comment trouver le juste milieu avec une chanson aussi? Il faut être quand même honnête. Pas facile à chanter dans le sens où les paroles sont... Bon, on s'amuse, mais c'est pas facile ouais, il faut trouver le juste milieu dans l'exubérance. Dis-moi, si toi tu as la recette, eh ben écoute, je voudrais bien la connaître. Eh ben, tu veux que je te dise, personnellement, à l'époque où on s'est connus et qu'on a fait ce plateau ensemble, il y a une petite vingtaine d'années, personnellement, je t'ai pas trouvé plus exubérant que ça. C'est-à-dire que on avait l'image d'Éric Morena. J'étais très impressionné parce que moi, à cette époque-là, je débutais effectivement dans l'animation. Et puis d'un coup, là, tu as de grandes stars comme Éric Morena, Dazir Les qui cartonnent à mort. Moi, j'étais impressionné par Michel, moi surtout. Ah bah Michel Sardou, c'était, en plus j'ai eu un très très bon contact, juste adorable, mais quoi qu'avec Hervé Villard aussi. Alors mais... c'est peut-être pour ça, parce que il y avait Michel, j'étais impressionné. C'est ça. Voilà, mais bah écoute, en tout cas, moi je me souviens que sur scène, tu n'étais pas plus exubérant que ça. J'avais l'impression que voilà, tu t'amusais et que ça restait vraiment dans ce cadre-là. C'était c'était Éric Morena. Bon, ce qui est peut-être un petit peu dommage dans le cadre de ta carrière, c'est que pour toi qui espérais partir dans de l'opéra, et on va reparler justement de son projet là, de ton nouveau projet qui arrive, c'est vrai que je pense que ça a dû te mettre un frein quelque part d'avoir cette image de musicien fêtard, entre guillemets, en sachant que là, pour le coup, tu n'es plus dans le lyrique. Ben voilà, c'est-à-dire qu'après, moi, on m'a comparé au successeur de Dario Moreno. J'ai donc d'ailleurs refait des reprises de Dario Moreno. C'était formidable, mais dans le fond, dans le fond de mon cœur, même si j'aimais faire la fête, moi, en réalité, ce qui m'a sauvé dans cette affaire, c'est le contact avec les gens, avec le public. Mais il y aurait eu que la radio et la télé, et je crois que je l'aurais jamais fait. Finalement, j'aurais arrêté, tu vois. Moi, ce qui m'a donné l'envie de continuer, c'est le public. Parce que là, c'est formidable, là. Voilà, ça c'est bien. C'est la plus belle chose qui existe. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que par la suite, tu as eu l'opportunité et la chance de rencontrer Francis Lopez? Parce que tout a changé, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé grâce à Francis Lopez. Oui, alors c'est-à-dire qu'après le bateau, on essaye de me faire faire d'autres titres qui marchent un peu moins bien. S'il y en a un qui marche, c'est Ramon et Pedro, mais les gens réclamaient toujours le bateau. Et puis, moi, on me mettait tellement une pression en télé. J'avais une cour autour de moi. Je ne pouvais plus m'habiller comme je voulais. Je pouvais même plus prendre ma douche à tel endroit. Une pression terrible, tu sais. Moi, je peux te dire, j'ai fait ma promo du bateau avec Vanessa Paradis. Moi, je voyais Vanessa en pleurs parce qu'elle était un peu plus jeune. Non, je t'assure que c'est pas drôle. Et donc après, moi, j'ai pété un câble. C'est moi qui ai cassé mon contrat en réalité, voilà la vérité. Et je suis parti chez Francis Lopez, soufflé. Et c'est une de mes plus belles rencontres de ma vie parce qu'il m'a fait une opérette, voilà. Et j'ai eu une expérience au théâtre, chanté avec des musiciens dans la fosse. Il m'a donné le chef qui était encore vivant à l'époque de Luis Mariano, Bernard Gérard. Voilà, j'ai eu une belle chose. Ça, c'est une très belle expérience et une belle rencontre, voilà. Et je me suis rapproché avec Francis Lopez, si tu veux, de ce que j'aimais quand même, c'est-à-dire l'opérette. Maintenant, tu essaies de te remettre, on va dire, en danger, pour utiliser tes termes, avec un nouvel album intitulé Sous le soleil étoilé. Oui, absolument. En 2009, je fais la tournée 80 pour clôturer le bateau et tout ce qui s'ensuit, voilà, pour en beauté, avec toute l'équipe, là, et on n'en parle plus. Je n'ai plus envie de chanter en réalité. Je dis ça y est, c'est terminé, j'arrête là-dessus. Et puis j'ai un ami producteur qui me dit voilà, je te propose de faire un album, mais ce que tu veux. Et alors j'ai dit ben voilà, ce que je veux faire. J'ai des chansons dans un tiroir qui sont inédites. J'en ai en italien, j'en ai deux, trois en français. Et puis je voudrais mettre 2 airs d'opéra qui me tiennent à cœur. D'abord parce que Puccini, c'est mon compositeur préféré. Et puis, je voudrais les mettre sur un CD pour mes professeurs, pour les gens que j'ai aimés, voilà, et qui ne sont plus là parce qu'ils sont tous partis.
Et alors c'est donc un album de sérénité, c'est un album d'amour parce que je parle de la mort dans une chanson Antonio Mio, mon copain qui est décédé. C'est très intimiste en fait. Voilà, c'est un album de bilan. Voilà, c'est un album de bilan, de sérénité retrouvée, voilà. Et en même temps, est-ce que c'est une petite revanche, on va dire, sur le fait que tu n'aies pas pu faire à l'époque ce que tu avais vraiment envie de faire? Une revanche, non, pas une revanche, parce que c'est idiot, parce que je ne regrette rien, je ne crache absolument pas dans la soupe, ce qui serait complètement ridicule. C'est que ça devait se faire comme ça, mon chemin était comme ça. Attends, j'ai pas été du tout malheureux, j'ai eu des moments merveilleux, je le souhaite à beaucoup de jeunes artistes de vivre ce que j'ai vécu. Non, c'est pas une revanche, je suis devenu plus sage, on m'offre, j'ai une opportunité, je fais cet album, on le fait, je l'ai fait, il est fait, j'y ai mis tout ce que je pouvais, mes tripes, mon cœur, tout ce qu'on m'a appris, et je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est ça, pour aborder ce genre de... Je vais te dire quelque chose que je dis rarement, mais plus je t'écoute, Eric, et plus j'adore ta façon de penser. Vraiment, c'est génial. Parce que tu es resté toi, tu es resté simple malgré tout le gros succès, malgré tout le Bataclan qu'il y a eu autour de toi. Voilà, tu reviens avec un album sincère qui parle du cœur, qui parle d'amour, très intimiste, qui est toi simplement et toi-même. Voilà, là tu es en direct et tu parles vraiment avec une simplicité qui est la tienne. Et c'est génial. Maintenant, je suis vraiment moi avec cet album. Avant, j'aurais roulé les airs, je t'aurais dit la la del Señor et toutes des conneries comme ça. Mais oui. Mais aujourd'hui. Oui, mais là c'était le personnage et maintenant c'est Eric Morena. Avant c'était le personnage. Il a décroché son costume de paillettes, il est sur un clou, tu vois, et puis on n'en parle plus. Donc, écoute, sache que cet album, en tout cas, on va bien sûr en reparler. L'antenne est grande ouverte, en tout cas, pour cet album. Eric, c'était génial de t'avoir ce matin pour ce réveil de star parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Oh, arrête, écoute. Tu n'arrêtes pas de me lancer des fleurs et après je ne vais plus savoir, tu vois. Mais parce que c'est vrai. Et puis te retrouver 20 ans plus tard, là, comme ça, ce matin sur antenne, c'est génial. Oui, c'est génial. C'est un plaisir de t'avoir et j'espère qu'on va se revoir et puis plus vite que prévu, hein, on va pas attendre 20 ans. On boira un coup avec modération évidemment. Hein. Et puis voilà, je fais de gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis voilà, qu'ils fassent attention à eux sur la route. Et puis à eux tout court, en tout cas, un grand merci Eric d'avoir été notre réveil de star. Je t'embrasse tout plein et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Allez, ciao à vous tous. Franck Cara sur House Nation Radio.